Bonjour, je m'appelle Jacqueline Mortillois. Je ne peux pas être parmi vous ce soir, mais je tenais à vous faire part de plusieurs points d'alerte destinés à enrichir votre réflexion sur l'Île-de-France pour demain. Première idée, l'Île-de-France est la seule région qui dispose d'un schéma directeur régional qui doit avaliser une loi. Donc la décision de l'État. En 2007, Sarkozy a exprimé sa volonté présidentielle d'une métropole de Paris qui joue dans la cour des grands. Il fallait que Paris rejoigne le peloton de tête des très grandes capitales, qu'elle soit une ville-monde, pour rivaliser avec New York, Tokyo ou Shanghai. C'était l'ambition de la loi Grand Paris de 2010 qui malheureusement s'impose au SDRIF de 2013. Pour atteindre ce niveau d'excellence, on repère ce qu'on appelle justement des pôles d'excellence. On les relie par un super métro intitulé Grand Paris Express. Donc on relie Paris, les grandes villes de Saint-Denis, Marne-la-Vallée ou Versailles, le plus grand pôle d'affaires d'Europe, la Défense, les grands aéroports de Roissy-Orly et le premier aéroport d'affaires européen, le Bourget, le numéro 1 de recherche médicale sur le cancer, Gustave-Roussy à Villejuif. Sans compter le plateau de Saclay, la Silicon Valley à la française, où se concentrent tous les cerveaux franciliens. Dans la loi Grand Paris, non seulement l'État décide de ce qui est bon pour la région, mais ce qui est bon pour un territoire. Le plateau de Saclay, qui lui bénéficie d'un chapitre spécial de la loi et d'un dispositif particulier qui s'appelle une OIN, opération d'intérêt national, qui passe au-dessus des plans d'urbanisme locaux. Par ailleurs, il y a la mise en place de la métropole du Grand Paris qui introduit une nouvelle couche du millefeuille administratif qui était déjà totalement illisible, séparant la zone dense Paris et la petite couronne, avec la grande couronne qui représente quand même 5 millions d'habitants qui sont mis en relégation et qui comporte pourtant les ex-villes nouvelles qui sont oubliées sauf Marne-la-Vallée. Et le SDRIF, donc, 2013 a dû fonctionner de façon extrêmement contrainte. Les marges de manœuvre étaient très limitées. C'était certes porté par la gauche, poursuivi mollement par la droite du temps de Valérie Pécresse. Et il n'y a pas eu vraiment de bilan. Et aujourd'hui, sans faire un bilan véritable, sans faire une évaluation sérieuse, aujourd'hui on veut mettre en place un SDRIF E. Alors nous sommes interrompus par justement une contrainte métropolitaine qui est l'aéroport de Roissy. Donc on voulait mettre en place un SDRIF E comme environnement, j'aurais mieux aimé E comme écologie, ça aurait été plus global. Et les évolutions récentes, la pandémie, la crise climatique, géopolitique, sanitaire, économique, etc., j'en passe et des plus mauvaises, ont complètement ringardisé cette vision mondialisée. Et pourtant, on continue ce SDRIF en s'imaginant qu'en le retoilettant avec une lettre supplémentaire E, ça allait changer les choses. Et en fait, la révision du SDRIF, il faudrait que ça soit l'occasion de poser de nouvelles bases. Le suspense est effroyable. Et évidemment, les écolos sont en première ligne pour porter des critères de qualité qui soient autres que ces critères quantitatifs. Deuxième idée, jamais l'emploi n'a été aussi concentré en Île-de-France. En 40 ans d'activité, j'ai constaté que l'Île-de-France, région la plus riche d'Europe, mais aussi la plus inégalitaire, n'avait cessé de faire exploser ces inégalités territoriales. Sur la carte que vous voyez à l'écran, établie en 2013, date de ratification du SDRIF, que constatons-nous? Nous voyons un immense océan gris de 1274 communes qui couvrent l'Île-de-France, et nous avons 19 points rouges qui sont les 19 communes qui cumulent 50% de l'emploi régional, et c'est donc 1,5% des communes. Nous reconnaissons évidemment Paris, plus les adjacences de sa moitié ouest qui passent de Saint-Denis jusqu'à la Défense, Courbevoie, plutôt Nanterre, Neuilly, Henri-Malmaison, et qui descend jusqu'à Issy-les-Moulineaux, Boulogne. Quelques pôles isolés, Montreuil à l'est, Gennevilliers au nord-ouest, puis plus éloigné de la capitale, vous reconnaissez un triangle qui est la ville de Créteil, un poisson rouge
avec son poisson pilote qui est l'endroit où nous nous trouvons, Versailles, et son poisson pilote Vélizy. Et ensuite, tout en haut, vous avez une espèce d'hippocampe, c'est Roissy, et tout en bas, vous avez un carré, c'est Évry. Notons au passage que la liste ne comprend qu'une seule ville nouvelle, et que la Seine-et-Marne, qui constitue le poumon vert de la région et toutes ses réserves, l'essentiel de ses réserves écologiques, ne possède aucun grand pôle. En dehors de ces 19 taches rouges, l'Île-de-France est un vaste océan gris de 1255 communes qui se partagent les 58% des emplois régionaux. Et dans Paris intramuros, les inégalités entre arrondissements sont également aggravées, avec un record absolu de concentration d'emplois pour le QCA, quartier central des affaires de Paris, qui regroupe le 1er, le 2e, le 8e, le 9e arrondissement, le 16e et le 17e, et qui a connu de la période 99-2016 une croissance exceptionnelle, passant de 600 000 emplois à 640 000, un gain de 40 000 emplois, l'équivalent en 17 ans de la totalité du pôle de Vélizy. Comme par hasard, le seul tronçon du Grand Paris Express, le fameux métro express aujourd'hui réalisé de la ligne 14, traverse un des pôles les mieux desservis d'Île-de-France, le quartier central, qui va de Saint-Lazare à la porte de Clichy, et qui va rejoindre la mairie de Saint-Ouen. Si ce réseau du Grand Paris Express qu'on nous vante avait été réellement destiné aux populations des banlieues, pourquoi n'a-t-il pas démarré par les sites les plus déficitaires des activités en activité économique et les plus enclavés d'Île-de-France, au hasard, Clichy-Montfermeil ou Sevran par exemple. Bon, troisième idée, nous avons l'apparition d'une nouvelle sorte de ville, ce que j'appelle les villes dissociées. Donc du temps de la politique des grands ensembles, on avait généré des communes dortoirs. Donc ça, c'était une fonction logement exclusive qui obligeait la main-d'œuvre à acquérir au loin un poste de travail. Donc il y avait des transports pas possibles. Et donc on a voulu faire disparaître ces villes dortoirs. Malheureusement, la politique de pôle d'excellence génère à son tour une autre sorte de ville que j'ai appelée les villes dissociées. On a développé des pôles métropolitains qui concentrent de très nombreuses entreprises mondialisées sans tenir aucun compte des besoins de la population locale. Donc les habitants n'y travaillent pas, les travailleurs n'y habitent pas et chacun se croise. L'exemple le plus caricatural, c'est Saint-Denis, commune dissociée. Il s'agit d'un pôle conséquent, 80 000 emplois, on se dit c'est merveilleux, c'est une apparente réussite, les maires ne rêvent de reproduire chez eux l'effet grand stade. Et voilà, on a rempli les friches industrielles avec l'accueil de 2 fois plus d'emplois que de travailleurs occupés. Il n'y a une main-d'œuvre que de 42 500 personnes ayant un emploi. Donc malheureusement, la ville enregistre chaque jour 2 flux croisés. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez 124 000 habitants de Saint-Denis qui partent. 124 000 personnes qui fréquentent ce territoire, mais il y a 9% de recoupement entre le système main-d'œuvre et le système emploi. Chaque jour, 31 000 travailleurs, ouvriers, employés quittent le territoire pour aller travailler et aller quérir leur poste ailleurs. Pendant ce temps-là, vous avez 70 000 cadres supérieurs qui arrivent, débarquent de Paris, occuper les emplois. Et puis, vous avez 11 500 actifs livrables avec microscope qui habitent et travaillent sur place. Résultat, avec près de 13 000 chômeurs, la ville de Saint-Denis, fortement excédentaire en emploi, 2 emplois pour un actif, et ben, elle enregistre le 23% de taux de chômage, c'est-à-dire le pire taux de la Seine-Saint-Denis, autant que Sevran, une des communes dortoirs les plus pauvres de France. Un véritable gâchis de ressources humaines et matérielles. Pour une même quantité d'emplois, encore scénario de l'horreur, et ben les besoins de transport domicile-travail de cette ville dissociée sont multipliés par un coefficient qui est presque 3. 3 fois plus de transport pour un emploi. Quatrième idée, les transports ne règlent rien. On concentre les richesses et on déplace les pauvres. La situation est explosive. Chaque jour, on enregistre 45 millions de déplacements en Île-de-France. Et chaque année, ça augmente de plus 300 000 flux supplémentaires par jour. Je répète bien, 45 millions par jour. L'État
face à ce problème de transport explosif et dans une politique d'offre descendante de métro express sans tenir compte de la demande. C'est pas les bons trajets, ça sert à rien de joindre des pôles d'excellence entre eux, c'est 3% des besoins. C'est pas la bonne fonction, le Grand Paris Express c'est un transport de transit qui traverse rapidement le territoire. Donc c'est intéressant pour les touristes, c'est intéressant pour les VIP de la métropole, mais c'est pas intéressant pour les travailleurs locaux qui eux ont besoin de dessertes, d'un cabotage qui va de ville en ville et de transports qui drainent les bassins d'habitat. Par exemple, le trajet Saclay-Guyancourt, ridicule, 8 km qui traversent la campagne, ça ne sert à rien. C'est pas les bonnes localisations. La 17 Nord est une radiale. Il y a déjà 2 RER plus un CDG Express qui est en construction. Il y a 4 gares sur 6 le long de cette 17 Nord qui sont sans habitants. Et la dernière gare dessert un village de 1048 habitants. Ridicule. Sur le triangle de Gonesse, il n'y a que des Oediclem grillards, des vers de terre et des orchidées pyramidalis. Aucune de ces espèces très nobles ne prennent le métro. Les nouveaux emplois sont donc basés sur une hypothèse fausse, c'est-à-dire que ces nouveaux emplois vont s'implanter le long des gares grâce à de nouvelles centralités urbaines. Quelle centralité urbaine, puisqu'il y a des gares qui sont sans habitants. Donc c'est impossible. Les gares sont rarement des lieux de destination en dehors de la gare Saint-Lazare ou de la gare de Lyon, mais elles sont surtout des pôles d'évasion et des pôles de transit. Quant à la SGP est à la fois juge et partie et fait une évaluation socio-économique de ce grand Paris Express, une évaluation qui lui chante, c'est-à-dire qu'elle fait appel à des expertises indépendantes qui font des contre-expertises, sauf qu'elle ne tient aucun compte de ce que les gens ont dit. Et donc on surprend qu'on a une surprise extraordinaire, c'est-à-dire que là, entre l'avant-dernière évaluation socio-économique et la dernière évaluation socio-économique qui mesurait les avantages mirobolants générés par le Grand Paris Express, on s'aperçoit que le bilan a augmenté de 1875% pour la ligne 18 et de 747% pour la ligne 17 Nord, sans aucune explication. Alors prenons un exemple, pour justifier les 2 gares de Roissy, la SGP fait état d'une promesse de 132 000 emplois pour 25 projets du Grand Roissy, sauf que dans les 25 projets du Grand Roissy, il y a Europacity et T4 qui sont annulés. Et moi, quand je refais les comptes, au lieu de 104 000 emplois au bout de 10 ans, j'en trouve 5 000. Donc 5% de l'objectif. Et pourtant, c'est marqué sur le site de la SGP. Le financement de Grand Paris Express repose sur une escroquerie. Ça va permettre d'économiser des gaz à effet de serre et ça va faire un report modal de la voiture sur les transports qui va être mirifique. Sauf que, on a calculé le report modal, il est de l'ordre de 1%. Parce que le Grand Paris Express ne passe pas par les bons endroits. Il n'y a pas de besoin d'aller d'un pôle d'emploi à un autre pôle d'emploi. Il y a besoin d'aller d'un pôle d'habitat à un pôle d'emploi. Qui va payer tout ça? C'est pas grave, la SGP, grâce à faire croire que ça allait générer des économies de gaz à effet de serre, des reports modaux, etc., et que tout allait être pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, elle a contracté 25 milliards d'obligations vertes, ce qui est une véritable escroquerie. Car on oublie le bilan carbone des chantiers, leurs 45 millions de mètres cubes de gravats, qui génèrent 8 pyramides de gisets dont on ne sait pas quoi faire. Et il faut absolument réduire les besoins de transport. Le meilleur transport est celui qu'on évite. 5e idée, il faut des emplois de proximité, avoir tout misé sur les transports et sur l'implantation d'emplois sur une palette de métiers très faible, sur des filières démondialisées. Ça entraîne la multiplication de communes dissociées
il faut absolument faire venir des emplois de proximité qui sont sur place, là où sont les populations. Petit commerce, artisanat, sanitaire et social, éducation, formation, restauration, entretien, sécurité, sport, services publics, économie sociale et solidaire. Voilà ce dont on a besoin. Ce taux est de 19% dans les grandes banlieues. Il est de 35% ici même à Versailles, où nous avons une ville équilibrée, où il y a toutes les fonctions urbaines, du loisir, de l'habitat, du transport, des emplois, de la main-d'œuvre. Et donc c'est ça l'objectif de qualité qu'il faut viser. S'il y avait sur le Grand Roissy 711 000 habitants, un taux, au lieu de 19% d'emploi de proximité, s'il y avait le même taux de Versailles, 35%, eh bien, il y aurait 100 000 emplois supplémentaires sur le territoire du Grand Roissy, ne réclamant aucun transport lourd. Pendant que le Grand Paris Express accapare les budgets, les transports du quotidien sont une véritable galère pour les usagers et sont dans un état lamentable. Le fric qui est dépensé à ce grand métro express dispendieux n'est pas utilisé pour l'entretien, la sécurité, le matériel roulant. Les chantiers du Grand Paris Express en rajoutent une louche puisqu'ils sont programmés jusqu'en 2030. Donc ils aggravent la situation, ils provoquent des galères, des ralentissements de l'existant. C'est l'horreur. Donc, dernière idée, nous avons besoin de changer complètement de paradigme, de revoir totalement les choses. On s'en fout du nombre de logements, du nombre d'emplois, du nombre de kilomètres de métro. Il nous faut des nouveaux indicateurs et justement, nous en avons. Nous en avons puisque Europe Écologie Les Verts s'est battue grâce à une élue qui s'appelait Francine Bavet, qui a réussi à faire passer l'idée de créer de nouveaux indicateurs, ce qu'on appelle les IDH, indicateurs de développement humain, qui ont été montés dans la région Île-de-France, où on prend en compte la santé, l'éducation, le niveau de vie, les aménités urbaines, la nature, et on respecte le 4e défi alimentaire des terres agricoles, et donc c'est ça qu'il nous faut. Donc l'Europe Écologie a donné l'exemple. Ce projet d'IDH, cette mesure d'IDH a été abandonnée. La dernière mesure, c'est 2013. Et bien, il faut réinstaurer ces IDH et les mettre au goût du jour. Voilà, je vous remercie de votre attention.